Telos Culture est une association qui propose des actions concrètes pour accompagner chaque composante de la communauté scolaire à améliorer la compréhension entre les cultures. Pour cela, elle anime des actions afin d'aider les parents à dépasser les incompréhensions culturelles et à construire des relations interculturelles enrichissantes. Merci d'être là à ce webinaire, qu'on a organisé par la FAPE avec, l'association Telos Culture, qu'on est très, très content d'accueillir pour la deuxième fois. On a découvert, Telos Culture, à travers, l'une de nos adhérentes, qui nous en a parlé, parce qu'elle, elle-même, était bénévole, au sein de l'association. Au début, on s'est dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» C'est pas tout à fait ça nous semblait pas très clair et on a l'impression que c'est le problème qu'on a, c'est d'expliquer au premier regard, à quoi, quelle est la mission de l'association et pourtant quand on le sait et bien c'est évident et c'est passionnant. Telos Culture a été créé en 2017 et a pour mission de créer du dialogue et de la compréhension entre les cultures, ce qui est vraiment un sujet qui, pour nous, dans les lycées français de l'étranger, est central et souvent au cœur de tensions, de problèmes qui sont un petit peu, enfin, qui prennent des proportions excessives. Alors que, il s'agit juste de petits décalages culturels qui peuvent être, réglés assez simplement, en échangeant, en réussissant à mettre les cultures, dans un dialogue. Merci à Marine et à Somulo qui ce soir vont présenter, le travail de Thales Culture. Je te laisse la parole Marine. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette introduction. Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire qu'on a intitulé donc Appréhender les enjeux interculturels dans un établissement scolaire. Et ce sera l'occasion pour Somulo et moi de vous présenter donc un petit peu l'association Telos Culture et puis surtout l'approche de notre association et puis nos outils. Je vais peut-être partager la présentation. Dites-moi si on la voit bien. C'est bon? Voilà, donc n'hésitez pas aussi, peut-être si vous avez l'occasion d'écrire dans le chat d'où vous êtes connectés, comme ça on a vos noms dans les noms des participants, mais on aimerait bien savoir qui vous êtes aussi. On va prendre quelques minutes juste pour se présenter, nous déjà avec Somulo. Donc moi je m'appelle Marine Gicot, je suis française, je vis en France en ce moment, mais j'ai vécu la plupart de ma vie à l'étranger. Et puis, je suis une des cofondatrices de l'association de Telos Culture. Donc, j'anime des actions de sensibilisation et de formation à l'interculturel depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, pour différents publics et puis dans différents pays. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis là pour vous présenter avec Somulo l'approche de notre association. Somulo, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci Marine. Bonjour à tous à toutes et à tous. C'est bien de connaître de où vous parlez. Donc, Charlotte, bonsoir Charlotte, a dit déjà dans le chat qu'elle est de Lisbonne. Moi, je m'appelle Somulo Mafra, je suis brésilien et je vous parle depuis Rio de Janeiro, au Brésil. Je travaille à la Banque nationale de développement au Brésil, précisément dans le secteur de la reconstruction après les catastrophes environnementales. Et je suis membre et participant actif de TELAS depuis 2020, où j'occupe les fonctions de trésorier, d'animateur et aussi de traducteur. J'adore animer des actions en ligne présentielles et pour moi, c'est une occasion de m'épanouir avec toute cette diversité culturelle qu'on trouve au sein de l'association. Merci beaucoup, Somulo. Donc, ce qu'on a prévu nous aujourd'hui pour vous, c'est de vous faire une présentation qui dure une quarantaine de minutes et puis on ouvrira une petite session de questions-réponses à la fin, donc pour une vingtaine de minutes. Donc, n'hésitez pas pendant notre présentation à noter si vous avez des questions. On sera très content d'y répondre avec Somulo après. Et pour le déroulé de notre présentation aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, c'est vous présenter rapidement l'association Dallas Culture.
Et puis, on va vous donner des exemples de difficultés rencontrées en milieu interculturel. Donc, des exemples, surtout en lien avec l'éducation. Vous verrez, il y a 3 petites histoires qu'on va vous présenter. On va vous décrire rapidement l'approche de notre association, donc l'approche TELUS, et puis, vous expliquer comment vous pouvez, utiliser l'approche TELUS dans votre contexte, donc dans vos établissements. Voilà pour le déroulé. Donc je répète, n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter pour après. On va commencer avec une présentation de l'association. Somulo, je te laisse prendre la parole. Ok, merci. Telas Culture est une association française qui a pour mission d'améliorer la compréhension entre les cultures. Il s'agit d'une association loi 1901, c'est-à-dire une association à but non lucratif qui existe depuis 2017, même si le projet, quant à lui, il remonte à 2010. Donc, nous menons des actions un peu partout dans le monde, en présentiel et en ligne. Et si tu peux passer la diapo. Ah oui. Donc, nous comptons sur des membres actifs. Ce sont des personnes qui mènent des actions en France, au Canada, au Brésil, en Côte d'Ivoire, aux Émirats arabes unis et en Inde. Et nous avons aussi des adhérents, ok, des adhérents qui participent dans la vie de l'association, qui nous écrivent de récits personnels, qui raconte des différences interculturelles qu'on appelle expériences interculturelles. Et nous comptons des expériences, je pense que presque 900 différentes expériences dans notre catalogue qui représentent 32 différentes cultures. Merci Somulo. Donc voilà, notre approche, c'est vraiment de partir d'histoires de vie, ce qu'on appelle les expériences interculturelles, comme dit Somulo. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant avec, des exemples de difficultés rencontrées en milieu interculturel. Alors on a 3 histoires de vie, 3 expériences interculturelles à vous partager. La première qui est sur le thème de l'éducation, mais de façon très, très large. La deuxième qui est vraiment plus sur les styles de communication dans le milieu de l'éducation, donc surtout entre un vous allez voir un exemple entre un enseignant et son élève. Et puis la troisième histoire qui est vraiment liée à des difficultés de compréhension de différentes attitudes. Dans l'exemple qu'on montre, c'est entre une enseignante et un parent d'élève dans un lycée français à l'étranger. Donc voilà, on va vous les partager. La première que je vous raconte, elle se passe en Russie et c'est, une femme canadienne qui raconte l'histoire et ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter le début de l'histoire et puis je vous invite à, réfléchir à la suite de l'histoire. Donc si vous voulez réfléchir et après écrire votre avis dans le chat, ce sera bienvenu. Je vous lis le début et puis je vais vous poser la question après. Donc c'est une Canadienne en Russie qui se demande ce qu'elle a de si choquant. Elle raconte comme ça. À Ekaterinbourg, j'ai rencontré une jeune femme qui cherchait à pratiquer son anglais et nous avons passé quelques heures à nous promener dans la ville. Quand les gens passaient à côté de nous, ils me regardaient fixement, puis secouaient la tête avant de détourner le regard. Au bout d'un moment, je lui ai demandé: mais pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Donc je vous pose la question. À votre avis, pourquoi tout le monde la regarde comme ça? Donc n'hésitez pas à répondre dans le chat si vous voulez. L'idée, c'est un peu de refaire l'exercice qu'on fait dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand on est confronté à un comportement différent, ben, on essaie d'émettre des hypothèses, d'essayer de comprendre pourquoi le comportement des gens nous étonne et qu'est-ce qu'il peut bien signifier. Donc, j'ai pas accès au chat quand je partage mon écran. Somulo, toi, tu as accès aux réponses? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a des gens qui répondent. Non. Pas Pour encore. l'instant, il n'y a que des bonjours de Casablanca, de Sao Paulo. Ok. Alors voilà, ça y est, il y a une suggestion. Est-ce que c'est parce qu'elle parle fort? Et je te Ah, laisse prendre la parole, super, merci. J'adore cette suggestion. Ce serait tout à fait possible. C'est pas ça en l'occurrence, mais oui, le niveau de sonore qu'on utilise peut parfois être plus ou moins bien vu. Donc, bonne hypothèse, mais c'est pas ça la réponse. On en a d'autres. Peut-être je peux vous donner une consigne. Cela arrive souvent avec moi. Donc,
même pendant cette présentation. Ouais, j'ai Oh, les mêmes habitudes. Et peut-être ici, Tu je es ferai face canadien, excellent. Romulo? Non, ça marche pas comme indice Somulo. mais Ça y le est, j'ai accès au compote. chat, on n'a pas de réponse. Bon, alors je vous donne la réponse, comme ça, je vous donne, on vous donnera une autre question tout à l'heure, donc vous pourrez répondre aussi. Donc je vais vous lire la suite de l'histoire. Donc cette Canadienne demande pourquoi tout le monde me regarde comme ça. Et elle lui répond, tu souris. Alors, il pense que tu es folle. Elle m'a expliqué que quand elle avait 10 ans, sa mère lui avait dit d'arrêter de sourire autant parce que les gens allaient penser qu'elle avait perdu la tête. J'ai trouvé cette expérience intéressante concernant l'aspect culturel de nos expressions faciales et le fait qu'elles ne s'adaptent pas toujours très bien à tous les pays. Et cette expérience s'appelle Arrête de sourire autant. Donc je vois que c'était Ali disait, elle parle avec un accent. Non, ça aurait pu être une bonne réponse aussi. Merci d'avoir participé. Donc voilà, moi j'aime bien cette histoire parce qu'elle parle un peu de l'éducation, mais de façon très générale. Qu'est-ce qu'on nous enseigne à faire pour être poli? En l'occurrence, sourire ou pas. On pourrait trouver plein d'autres exemples comme ça. Et surtout, ça nous montre à quel point des choses qui peuvent nous paraître parfois comme une évidence ou comme quelque chose de tout à fait naturel, et en fait pas du tout considéré comme quelque chose d'évident ou naturel par les cultures en face. Donc on aime bien partager cette expérience pour prendre conscience d'à quel point il peut y avoir des différences dont qu'on a du mal à identifier. Voilà pour cette première histoire. Puis on va passer à la deuxième histoire. Somolo, je te donne la parole pour la présenter. D'accord? OK. Un enseignant canadien découvre les styles de communication de son élève japonais. Un jour, alors que je vivais au Japon comme enseignant d'anglais, je donnais des instructions à mes élèves pour un exercice. Le moment est venu de passer au test pratique. J'ai demandé à un des étudiants qui semblait attentif à ce que je disais, comprenez-vous quoi faire? Il a hoché la tête et a dit oui. Alors j'ai pensé qu'il était prêt. Cependant, il s'est avéré que cet étudiant ne comprenait toujours pas le contenu de la leçon ni ce qu'il devait faire. J'ai donc été assez surpris qu'il ne pose aucune question. Comprenez-vous? C'est peut-être s'est passé, N'hésitez pas non plus à dire dans le chat, à votre avis, pourquoi est-ce que cet étudiant peut-être a hoché la menti. tête. A peut-être menti, dit Somblo. Oui, Je vais peut- tenter quelque chose. On pose pas de questions dans les écoles au Japon? peut-être. Et donc, cette Aïe, première aïe. suggestion que Mm. j'ai donnée, c'est peut-être, c'est déjà un jugement. Et c'est vraiment important, une fois que nous sommes en face d'un comportement différent de ce que nous avons accoutumé, peut-être on va vite dans le jugement. Mhm. Pourquoi il a menti? Peut-être c'est pas un mensonge. Euh, il y a des suggestions dans le chat. Je vois une suggestion de Claire, c'est mal élevé de dire non. Ok, super suggestion. Et de Alexia, le hochement de tête a une autre signification. Ok, super. Merci pour ces explications. C'est un petit peu plus nuancé la réponse qu'on va avoir après, mais ça fait un petit brainstorming, c'est sympa. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager une suggestion? Sinon, on va lire la suite de l'histoire. Tomulo, je te mets la suite de l'histoire. Ah. Oui, et je pense qu'il faut passer la diapo, non? C'est OK. parti. C'est la suite de l'histoire. Plus tard, je me suis rendu compte qu'il était courant pour les étudiants japonais de prétendre qu'ils comprenaient, même s'ils ne comprenaient pas. J'ai parlé avec mes collègues japonais et ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une question d'harmonie de groupe. Faire semblant de comprendre évite de causer des ennuis aux professeurs et aux autres élèves. C'est le contraire de ce qu'on m'a appris quand j'étais enfant. Ayant grandi au Canada, j'ai appris à poser des questions lorsque j'étais incertain.
Le but principal est d'être responsable de son propre apprentissage. Cela permet également d'aider d'autres personnes qui se sentent trop nerveuses pour s'exprimer. Grâce à cette expérience, j'ai exploré d'autres moyens de confirmer la compréhension plutôt que d'attendre une confirmation explicite. J'ai développé mes capacités d'écoute active et je suis devenu un meilleur communicateur, non seulement au Japon, mais aussi au Canada. Donc moi, cette expérience m'apporte, c'est que la culture n'est ni figée ni intouchable, elle évolue. Et dans ces cas-là, cet enseignant, il est même devenu un meilleur communicateur, ce que je trouve formidable. Merci beaucoup, Somlo, et merci aux personnes qui ont participé pour donner des suggestions. On va passer à la dernière histoire. Et cette dernière histoire, donc, elle se passe dans le contexte d'un établissement scolaire français à l'étranger. Et avant de vous la partager, je voudrais vous expliquer un petit peu l'origine de cette histoire. Donc, c'est moi qui ai interviewé une enseignante française dans un établissement scolaire français à l'étranger. Et puis, la raison pour laquelle elle m'a partagé cette histoire, c'est parce que je lui ai raconté une expérience qui déjà m'est arrivée à moi. C'est un petit peu ça notre approche chez Telesculpture, c'est qu'on raconte nos propres histoires pour essayer de susciter chez les personnes en face aussi qu'elles nous racontent leurs propres histoires et puis d'essayer de mieux se comprendre à travers nos expériences personnelles. Donc je vous raconte rapidement la première histoire que je lui avais racontée. Il se trouve que j'étais moi-même maman d'une petite fille qui allait en petite section à l'école de cet établissement et je lui raconte la première semaine de cours à la rentrée où c'est toujours des moments un petit peu beaucoup remplis d'émotions avec certains enfants qui pleurent, d'autres qui sont très joyeux, des parents qui sont anxieux, des enseignants qui ont beaucoup de choses à faire. Et puis donc dans ce contexte-là, je dépose ma petite fille à l'enseignante. Et puis quand je pars, je croise une maman étrangère qui a l'air très très fâchée et très très inquiète et qui me dit: «De toute façon, la maîtresse n'aime pas les enfants». Donc moi, je suis très étonnée parce que je connais la maîtresse un petit peu et de ce que j'ai vu, je ne vois pas comment elle a pu tirer cette conclusion-là. Et puis donc je la rattrape puisqu'elle est partie et je lui demande: «Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous pensez que la maîtresse n'aime pas les enfants?» Et elle me dit: «Bah, elle leur fait jamais de câlins, elle leur dit jamais je t'aime, elle leur fait jamais de bisous, elle les prend jamais dans les bras». Donc là, je me rends compte qu'il y a de la part de cette, maman une attente, de l'enseignante d'avoir un certain comportement et je soupçonne que c'est pas du tout le comportement que l'enseignante française, a envie d'avoir avec, ses enfants, ses élèves. Donc, je vais voir une autre enseignante du même établissement dans le cadre d'un projet pour essayer de comprendre un peu les incompréhensions interculturelles dans cet établissement. Et cette enseignante française, je lui raconte cette histoire et c'est là où elle me raconte une histoire à elle qui lui est arrivée et qui permet de répondre un peu à cette maman-là, donc de recréer un peu le dialogue entre ces deux personnes. Donc, je vous partage cette histoire de l'enseignante qui s'appelle Bonne fête des mères, maîtresse. Une enseignante française apprend à apprécier les attentions de ses élèves brésiliennes. Et elle raconte comme ça. Au Brésil, les professeurs de nationalité française paraissent peut-être un peu froids avec leurs élèves. Culturellement, les Brésiliens s'attendent davantage à ce qu'on crée du lien. Pour ma part, je m'efforce à ne pas être que dans l'affectif, car cela me semble incompatible avec mon rôle d'enseignant. C'est vrai que les élèves brésiliens ont toujours de petites attentions touchantes. Par exemple, j'ai reçu des œufs en chocolat pour Pâques. La première fois que c'est arrivé, j'étais gênée et j'ai failli refuser. Je trouvais que ça faisait trop. Mais pour eux, on est un peu comme une grande famille. C'est quelque chose que j'ai appris à apprécier ici. C'est comme ces élèves brésiliennes qui, en sortant de la salle de classe, le jour de la fête des mères, me lancent un bonne fête des mères parce qu'elles savent que je suis aussi maman. C'est touchant. Donc voilà, comme ça vous avez un peu une idée de comment est-ce qu'on recrée, de façon un peu artificielle, mais comment est-ce qu'on crée ce dialogue entre des personnes, heu, de façon un peu indirecte, mais en collectant des histoires et en permettant aux personnes d'avoir le point de vue des uns et des autres et de mieux comprendre les intentions derrière leurs comportements qui peuvent parfois être mal interprétés. Hem, donc
Voilà pour les trois exemples, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport à ces trois histoires. Et puisqu'on voulait maintenant vous expliquer un petit peu plus en profondeur, mais ça va être assez rapide quand même, c'est l'approche Tell Us, donc comment nous, on utilise un peu ces histoires, quel est notre objectif quand on utilise des histoires de vie dans nos actions. Somulo, je te laisse la parole. Merci, Marie. D'accord. Oui, afin de promouvoir sa mission, Telais a développé une méthode qui s'agit d'accompagner les participants dans le cheminement suivant. D'abord, je suis face à un comportement différent de mes habitudes culturelles ou à une vision du monde différente. Et cela arrive souvent dans un établissement scolaire international. Donc, peut-être cette émotion, elle va générer une émotion. OK? Ce comportement. Gêne, étonnement, amusement, inspiration. Et cette émotion, elle vient de l'incompréhension. Et parfois, elle peut même déclencher une dispute. Ici au Brésil, par exemple, on a tendance à privilégier les discussions interminables dans le groupe WhatsApp, ce qui est vraiment ingérable, une source peut-être inépuisable d'angoisse entre les parents. D'abord, comment dépasser ces incompréhensions? Parce que rien n'est évident dans un milieu interculturel. Donc, il faut toujours poser des questions en cas de doute. Et si, par exemple, je prends conscience, j'ai envie de comprendre. Ce qui est important, c'est justement ça, se rendre compte que vous êtes dans un établissement, dans un milieu interculturel. OK? Donc, on va ouvrir le dialogue, et c'est juste pour s'enrichir. Et c'est justement dans ces cas-là que, par exemple, Thélèse, elle peut proposer des actions. OK? Ces espaces de dialogue, c'est dans le but d'enrichir notre compréhension avec avec la culture des autres et même avec notre culture. Parce que on peut justement changer des habitudes, changer des comportements, améliorer. OK? C'est comme l'exemple précédent de l'enseignant canadien qui a appris un comportement différent au Japon. OK? Donc, il a développé une façon différente de poser des questions, en effet, de lire des réponses avec des différences culturelles. Et Merci, Somulo. Et si vous avez des questions pareilles sur l'approche, n'hésitez pas à les noter et puis on pourra en discuter après. Et puis nous, ce qu'on voulait vous présenter maintenant plus concrètement, c'est comment on peut utiliser l'approche TELUS, donc comment vous, vous pouvez l'utiliser, notamment auprès de quel public et quel type d'actions peuvent être mises en place. Somolo, je te laisse la parole pour le public. OK, merci. Nous travaillons surtout avec trois publics cibles. Ce sont des parents, des élèves et le corps enseignant. Ok, même si les enjeux des différences culturelles soient le même, comme par exemple ici à Rio, que nous avons la culture française et la culture brésilienne, la façon de travailler, elle peut être différente selon le public. Pour les parents, nous menons des ateliers interculturels au début de l'année pour dépasser les incompréhensions culturelles, construire des relations enrichissantes. D'accord? Et ce qui est important de souligner, que les parents, ils ont peu d'occasion de se rendre à l'établissement scolaire. Ils le font à l'occasion d'une réunion, d'une présentation musicale, etc. Donc, il est vraiment difficile d'un coup se rendre compte des différences. Et pour les élèves, par contre, ils sont au moins 25 heures par semaine dans l'école. Ils évoluent rapidement dans ces milieux interculturels. Mais peut-être, est-ce qu'ils profitent de toute cette richesse culturelle? Pourquoi ne pas proposer, par exemple, un concours interculturel dans l'école, mais au sein de de son école, mais aussi avec d'autres écoles internationales à l'étranger. C'est une occasion de profiter de cette différence. Et finalement, pour les corps enseignants, on peut les donner des éléments pour leur travail pédagogique, mais aussi les aider à s'intégrer vite à une nouvelle culture. L'année précédente, ici à Rio, nous avons reçu 7 enseignants français. Ils sont venus partout dans le monde
Et il y avait ceux qui sont venus de l'Europe, de la France, de l'Angleterre, mais aussi des Caraïbes, de la Polynésie. Donc, ils avaient beaucoup de questions sur la culture brésilienne. Et enfin, c'est justement, on peut adapter des actions à mener auprès, selon le public cible que nous avons en tête. Merci Somlo. Et puis après, voilà, on voulait vous présenter les différents styles d'action qui peuvent être menés avec l'approche de l'association. Donc souvent, je vais vous décrire en quelques minutes juste le processus, nous, qu'on propose. On commence en général avec une petite phase d'enquête, c'est-à-dire qu'on va faire soit des interviews individuelles, soit des groupes de discussion qui vont nous permettre d'identifier les enjeux interculturels au sein de l'établissement. Et puis, une fois qu'on a collecté ces informations, on va pouvoir les analyser, identifier donc vraiment les problématiques, peut-être avec des apports théoriques un petit peu plus poussés, académiques un peu plus poussés, on va pouvoir les analyser, les étudier, et puis concevoir des actions de sensibilisation sur mesure. Donc, nous, on privilégie souvent des ateliers parce que c'est le format le plus agréable pour que les personnes concernées puissent elles-mêmes participer aussi. On peut aussi prévoir des conférences ou des, peut-être des groupes de discussion, mais souvent les ateliers qui sont construits sur mesure avec des apports un peu plus théoriques sont ce qui nous semble le plus pertinent pour sensibiliser. Et puis on propose aussi des formations qui permettent aussi aux établissements de former en interne des personnes référentes qui vont pouvoir à leur tour mener ces actions de sensibilisation ou ces interviews, ces groupes de discussion. Donc voilà, on a en gros 4 possibilités d'action: des interviews individuelles, des groupes de discussion, des ateliers ou des formations. Sachant que les groupes de discussion, ça se prête assez facilement aussi à des groupes de discussion en ligne. C'est parfois un petit peu moins qualitatif parce qu'on aime bien faire les choses en personne et avoir des liens humains qui se créent un petit peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que parfois, pour des raisons pratiques de logistique, ça permet d'avoir une discussion d'une heure en ligne sans avoir de déplacement à faire, et c'est assez prisé aussi pour des questions de logistique et de temps. Donc voilà pour les styles d'action qui peuvent être mis en place avec notre association, avec notre approche, avec nos outils. Et puis voilà, donc on a terminé notre présentation. On voulait finir avec quelques retours des participants et participantes à nos actions. Romulo, tu voulais peut-être en lire quelques-unes? Ah oui, cet atelier offre un accueil formidable aux parents et les place dans le contexte quotidien des élèves. Les exemples spécifiques des moments de malentendu initial et de croissance ultérieure de la compréhension étaient vraiment instructifs et utiles. Et je pense qu'il faut dire que nous menons des ateliers interculturels au lycée français de Rio. Euh, Ça fait déjà 7 ans, je pense. Et normalement, cela fonctionne comme un accueil aux nouveaux parents d'élèves qui sont venus du calendrier nord, du calendrier sud. Donc, généralement, nous avons 3 rencontres organisées chaque année, 2 en mars et une en septembre. Et ses parents, ils arrivent ici euh, avec plein de questions. Peut-être un papa brésilien, il peut se poser la question s'il a fait le bon choix d'inscrire son enfant dans une école française. Peut-être s'il ne connaît pas encore la pédagogie française. Une maman française, elle peut se poser des questions. Elle peut être comment on devait dire, avec plein de questions sur la ville, sur la culture brésilienne, si l'enseignement de ces élèves, il va rester avec le même niveau de qualité d'où elle est venue. Donc, je pense que ces parents, ils ont besoin d'être rassurés, d'accord? Et cet atelier, à leur rentrée, c'est une occasion d'échanger avec d'autres parents. C'est un moment convivial, mais aussi vraiment productif. Même moi, que j'anime depuis toutes ces années, je suis toujours en train de m'enrichir, d'apprendre de nouvelles expériences. Et comment fonctionne le réseau français?
Et peut-être c'est la raison pour laquelle il a même en retour une personne, c'est le dernier retour, et elle a dit, j'ai trouvé cet atelier tellement riche et important que je recommande qu'il soit idéalement intégré dans le cursus d'accueil de nouveaux parents au lycée. Et moi, j'ai trouvé chouette parce que je, je- parce que c'est enrichissant, comme je vous ai déjà dit. OK? Et ici à Rio, nous sommes en train le nouveau proviseur, il vient d'arriver. Donc, chaque mandat, chaque fois qu'un nouveau proviseur arrive, il faut toujours le présenter, les actions. Il est vraiment, comment je veux dire, enchanté par ses actions. Et même lui, il est un, comment, comment je veux dire, il ne parle pas encore le portugais. Il y a plein de questions, même pour apprendre comment échanger avec le personnel brésilien. Donc, ce sont toujours les mêmes enjeux, soit pour les parents, pour les élèves et même pour les professeurs. Et j'adore ça. Merci, Somulo. Mélissa, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, moi, je trouve ça, même en dehors de l'activité de votre association, je trouve que c'est vraiment fondamental cet accueil des parents et cette première prise de contact entre les différentes cultures, entre la culture du système éducatif français et la culture locale. Parce que c'est vraiment des choses qu'en tant qu'association de parents d'élèves, on ressent très fort le manque de compréhension sur un tas de sujets qui, quand on est français, on trouve évident, quand on est locaux, on trouve évident aussi. Et même quand on n'est pas très loin, parce que voilà, moi j'ai été pendant longtemps en Italie. En Italie, il y avait des incompréhensions culturelles très très fortes sur des petits sujets, mais qui prenaient des ampleurs énormes parce qu'on n'avait pas justement parce qu'il n'y a pas cette démarche d'associer, enfin c'est ce que nous on appelle la coéducation, enfin ça rentre dans ce cadre-là, quoi, du contrat éducatif entre l'établissement et un système, une culture française et une culture locale. Voilà. Alors, je suis sûre que des anecdotes, on pourra en avoir beaucoup. Euh, alors, comme les spectateurs sont pas très nombreux, il y a beaucoup d'inscrits. On en avait d'Asie, voilà, qui sont pas tous là, mais qui vont certainement regarder le replay. N'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions. Je vois qu'il y a une question d'Alexia qui demande par qui est pris en charge cette formation, donc à Rio, la PE ou le lycée. Voilà, ben, je vous laisse répondre. Oui, merci beaucoup, Mélissa. Je vais répondre à la question. Je vous partage juste la dernière slide, donc avec les contacts de l'association et puis de la personne qui est responsable des actions, si ça vous intéresse, avec une question de notre équipe à Montréal, super motivée sur la photo, qui mène des ateliers interculturels. C'est le dernier atelier interculturel qu'ils ont animé à Montréal. Donc la question d'Alexia, merci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser. C'est par qui est prise en charge cette formation, la PE ou le lycée? Alors pour les ateliers qui sont mis en place au lycée français de Rio, c'est par le lycée. C'est une question effectivement qui est arrivée à plusieurs reprises. Est-ce que ça devrait être pris en charge par la PE ou par le lycée? Je pense que ça dépend des, euh, des fonctionnements hein, des différents établissements. Là, ça fait partie du projet d'établissement du lycée de Rio Somolo, si je ne me trompe pas. N'hésite pas à compléter Somolo si tu veux. Tout à fait. Mais même si d'abord elle peut, il a pris en charge cette formation par le biais d'une subvention du consulat français. Donc parfois c'est moitié-moitié. Et ici à Rio, le lycée français, il est géré par une association, une autre association. C'est pas forcément par la l'APE. C'est une association à but non lucratif aussi, mais la l'APE, elle s'occupe d'autres projets socioculturels. Oui, puisque vous parlez de subventions du consulat, alors c'est vrai que
une APE pourrait faire un projet et demander une subvention staff en mettant en avant, c'est une APE d'ailleurs gestionnaire ou non gestionnaire, hein, en mettant en avant les difficultés de compréhension culturelle. Et ça pourrait être intéressant d'essayer, et ça pourrait d'ailleurs marcher. Après, c'est pas forcément voilà, il n'y a pas forcément besoin. Là, pour le coup, je parle des associations gestionnaires de très très gros moyens vous n'êtes pas un cabinet de conseil d'audit international qui facture ses prestations à 10 000 euros la demi-heure. Donc, Non, on a des tarifs plutôt associatifs. Après, ça représente probablement un budget. À chaque fois, c'est toujours quand même des questions à se poser, c'est vrai. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ou Alexia, est-ce qu'on a répondu à la question? N'hésitez pas, oui, à prendre le micro. oui, il suffit de lever la main et on vous laisse parler hein, si vous voulez poser une question ou intervenir. Ça peut être sur les actions qu'on mène ou ça peut être aussi sur peut-être les histoires qu'on a lues ensemble, si vous avez des remarques ou des questions sur l'approche en général. Super, on a répondu à la question d'Alexia. Déjà, on est content. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, l'interculturel, dans vos établissements? C'est quelque chose qui... Oui, n'hésitez pas à témoigner aussi. C'est quelque chose qui a été déjà identifié comme une source potentielle d'incompréhension, de frustration, ou pas du tout? On est curieux, on aimerait bien savoir. Mélanie, une Oui, voilà, question? qui doit allumer son micro, mais voilà. Bonjour. Bonjour, merci de répondre. Bon, je vais participer un peu quand même pour rendre le séminaire un peu plus actif. Moi, je vis à Bogota. Je suis au lycée français Louis Pasteur, hein, enfin, mes enfants sont. Donc, c'est marrant parce que ce qui avait été décrit en termes de culture par rapport à l'affectif au Brésil, c'est quelque chose qui est très latino a priori, puisqu'on le retrouve aussi ici. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a un choc des cultures qui est assez plaisant parce qu'au final, c'est très agréable. Moi, j'avais une question qui était plus sur plusieurs aspects en fait, parce qu'au sein du lycée français, on se rend compte que non seulement il y a des thématiques d'interculturalité entre ben, les Français d'un côté, les Colombiens de l'autre, bon, les Colombiens étant la majorité effectivement, mais il y a aussi d'autres cultures qui se rajoutent, puisque un lycée français véhicule quand même des nationalités très diverses et variées, pas forcément francophones en plus de cela. Et puis, il y avait aussi un problème, alors là, c'est pas de la culture, mais c'est plus sociologique, je dirais même, en termes d'incompréhension et de communication par rapport bah, tout ce qui est direction, en fait. Tout le staff venant de la l'AEFE, alors que ce soit des professeurs, parce que même au niveau des professeurs qui viennent de France, qui sont pas forcément très habitués à vivre dans des conditions à l'étranger, mais aussi bah, effectivement des directeurs qui sont un peu parachutés pour 4 ans et qui repartent, donc qui n'ont pas forcément un intérêt particulier à développer ces thématiques. Euh, alors pas que le directeur, parce qu'après il y a tout, bon, les autres personnes de l'AEFE. Donc du coup, tout ça fait qu'on est quand même dans une dimension très difficile à gérer parce que c'est pas que de l'interculturalité. Il y a vraiment des chocs d'expérience en fait qui sont difficiles à gérer, hein. Et ça, je m'en suis rendu compte au sein de la représentation des parents. Euh, à cela, on ajoute en Colombie une
une difficulté qui est liée à un pays qui a beaucoup souffert et qui est toujours dans le positif, alors que même si on pense non, on dit oui quand même, donc il n'y a jamais de problème. On ne se plaint pas parce que c'est mal vu. Il y a une forme d'apparence en fait permanente qui révèle pas forcément la réalité. Donc tout cela fait que c'est très difficile d'évoluer, surtout quand on est là pour longtemps, d'évoluer dans dans, dans ce monde oui, interculturel, mais qui va un peu au-delà, je dirais. Merci beaucoup, Mélanie. C'est super intéressant de voir ça. Et peut-être, Soumolo, je te laisse répondre après, mais on n'a pas eu le temps d'aller en profondeur dans tous les sujets qu'on aurait pu aborder dans ce webinaire, bien évidemment. Mais l'idée chez TELUS Culture, c'est qu'on parle de culture, mais au sens large. Ça veut dire qu'en fait, nous, on entend le terme de culture comme des points de vue différents. Parce que notre postulat, c'est que notre approche, elle sert pour dénouer des situations interculturelles au sens classique où on l'entend, de nationalités différentes, donc cultures nationales différentes, des gens qui ont des orientations culturelles différentes du fait de leurs origines nationales différentes. Mais c'est aussi tout simplement une approche qui fonctionne très bien pour dénouer les situations où c'est juste des points de vue différents. Donc, vous parliez, Mélanie, d'expériences de vie différentes. Ce que j'entends, peut-être que vous avez un exemple précis à nous donner, ou peut-être que vous ne préférez pas, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est que notre approche, elle permet aussi d'entrer dans des situations où on n'est pas en train de parler de culture nationale, mais de points de vue différents et d'échanger pour permettre aux uns et aux autres de comprendre qu'est-ce que la personne vit, quelle est sa réalité et quels sont les besoins et comment est-ce qu'on peut avancer pour collaborer ensemble. Mais peut-être, Somo, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, oui, ici je peux citer un exemple. Ici à Rio, par exemple, nous avons toujours la porte ouverte pour ces actions. Et peut-être un exemple de l'atelier que nous avons animé pour les enseignants qui sont venus de l'étranger l'année précédente. D'abord, ils avaient une envie d'y participer. Mais après un mois, 2 mois, donc ils ont trouvé des difficultés pendant ses actions à l'école. Donc, cette envie, il est devenu un vrai besoin. Je me rappelle par exemple une enseignante, elle faisait un peu le genre pense sans rire. Donc, et les élèves, elle a été mal comprise par les élèves. Et donc, ils ont rentré vite dans le jugement. Elle avait beaucoup de difficultés pour s'exprimer, même pour travailler. Et c'est la raison pour laquelle peut-être au lycée français, pour nos actions, nous ne trouvons pas de difficultés d'acceptance. Vous voyez? Donc peut-être en Bogota, même pour le directeur, le professeur qui sont expatriés, je ne sais pas forcément quelles sont les difficultés, les enjeux qu'ils trouvent là-bas. Mais sérieux, les choses sont vraiment différentes. Les obstacles sont... Et parfois, ce sont des questions, comment je veux dire, il y a des questions que pour moi, elles semblent être légères, mais pour les enseignants, donc non, ce sont des questions vraiment profondes de compréhension. Et je trouve que les actions, les expériences, les échanges, ils aident à déclencher les vraies difficultés. Et une fois que nous sommes dans un groupe de discussion, il y avait une compréhension collective des enjeux en question. Et, voilà, peut-être, je ne sais pas comment les choses vont se marcher dans d'autres établissements, mais je raconte ce que j'ai trouvé ici à Rio et, et pourquoi ces ateliers, ils sont toujours en évidence ici. Est-ce que Mélissa, ça répond à Mélanie, pardon, ça répond à votre question? Peut-être que vous avez un exemple que vous avez envie de nous donner ou... Bah, les exemples sont multiples. Si on se base au sein de la représentation des parents, par exemple,
On a eu de nombreuses difficultés par rapport à la gouvernance. Les Français étaient les seuls à monter au créneau, par exemple, pour défendre ce droit à la représentation. Alors que les Colombiens étaient beaucoup plus fébriles par rapport à ça. Disons qu'en plus, ils n'ont pas envie de se faire mal voir, voilà, donc ça pourrait avoir des conséquences, etc. Donc voilà, ça permet, ces situations-là permettent de toute façon la communication, l'échange, de faire comprendre nos points de vue, et c'est très bénéfique. En fait, ce que vous proposez, ça me paraît très, très intéressant, et ça devrait en réalité entrer dans le cadre de la formation des professeurs et des directeurs depuis l'AEFE en réalité. Parce que nous, comme parents, c'est très difficile déjà de se débattre dans une situation X que chacun vit. Mais en plus de ça, bon, je suis totalement d'accord que c'est fondamental de travailler ces thématiques-là, mais disons que quand on est parent représentant, on a déjà beaucoup de choses à faire. Et c'est en cela que je pense que c'est réellement au niveau de l'AEFE qu'il devrait y avoir des orientations par rapport à ça et proposer des formations sur ces thématiques-là qui me semblent fondamentales et qui pourraient, en amont, éviter de nombreuses difficultés. Mhm. Et Mélanie, ce que vous parlez, par exemple, je me suis, je me rappelle une situation qui se passait vraiment. C'est vraiment soudain ici à Rio. Ici au Brésil, par exemple, un parent d'élève, ne va voir le directeur qu'en dernier cas. Par exemple, il peut une expulsion pour une sanction lourde. Donc, le directeur, il ne fait pas partie du quotidien d'un élève. Par contre, ce que j'ai appris dans le système français, le directeur, surtout le directeur primaire, il est vraiment et il est plongé dans le quotidien. Il sait tout ce qui se passe dans les moindres détails pour un enfant. Et donc, moi, je suis ici à Rio, je fais partie du conseil d'établissement, du conseil d'école aussi. Quand un parent brésilien, il me cherche pour, Sambolo, j'ai des problèmes avec ça, ça, ça. Ok, tu peux parler avec le directeur, c'est très facile. Non, mais pas le directeur, non, c'est pas grave aussi. Donc, les parents brésiliens, comme vous avez dit, du parent colombiens, ils ont craint d'être mal vus. Cela se passe la même chose ici. Les parents brésiliens, ils trouvent un gros obstacle pour parler avec le directeur. Et même si le directeur, il nous dit toujours, OK, mes portes sont ouvertes pour n'importe quelle question, mais viens visiter les parents brésiliens, non. Ils, ils ne veulent pas parce ils ont peur, contre, je ne sais pas. Donc, c'est une chose vraiment culturelle ici aussi. Merci Somulo de partager aussi ton témoignage. On est aussi dans des orientations culturelles qui sont différentes sur le rapport à la hiérarchie, le rapport aussi au style de communication plus ou moins formel ou informel. Donc une fois qu'on a aussi des mots pour pouvoir en parler et en discuter, ça permet aussi de peut-être changer un petit peu les habitudes des uns et des autres, en tout cas leur dire ce qu'il est possible de faire ou pas dans un établissement ou dans une certaine structure. Merci en tout cas beaucoup, Mélanie, pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire, une remarque? Tout le monde s'est endormi, bercé par la douce voix de Marine. Ah, c'est bien. Tout au bème. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite ou si les personnes qui écoutent cet enregistrement après ont envie de nous contacter ou de nous poser des questions, n'hésitez pas à rentrer sur notre site internet ou à nous écrire directement. On pourra donner nos contacts ou à contacter Mélissa aussi pour avoir nos coordonnées.
Nous, on est toujours très avides de rencontrer des nouvelles cultures, des nouveaux établissements, des nouveaux enjeux. C'est notre passion, donc n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Et voilà, si c'est peut-être juste aussi pour avoir des informations plus informelles sur notre structure, ou si vous avez aussi envie de donner une de vos expériences interculturelles, puisqu'on les collecte. On a donc plus de 800 expériences interculturelles dans notre base de données aujourd'hui, mais on continue à les collecter, alors elles sont les bienvenues. Voilà, je pense qu'on peut peut-être clore Ouais. là-dessus. Mélissa, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou Somulo? Pour Ah, ma je part, rien voudrais du juste vous Vas-y, vas-y. remercier. Non, je voudrais juste vous remercier, Mélissa, tout le monde. Toujours un plaisir pour moi d'échanger sur ce sujet. Merci beaucoup et on enverra le replay à tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas effectivement à contacter directement l'association Tell Culture. Vous avez l'adresse du site et ou à nous contacter, on vous mettra en relation. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci Somulo, merci aux participants, participantes. À bientôt. Bonne soirée Bientôt. qui sont en Soirée. Ou bonne journée. bonne journée pour les autres. Au Merci, au revoir. revoir. Ciao, ciao.